Aujourd'hui, on va parler de L'homme qui valait 3 milliards. C'est une série américaine de 1973 en 99 épisodes sur 5 saisons. Et 6 téléfilms créés par Kenneth Johnson, d'après le roman Cyborg de Martha Kaydin. En France, la série a été diffusée à partir du 11 janvier 1975 sur Antenne 2, mais pas en entier. Il faudra attendre la rediffusion pour voir le reste des épisodes. Elle sera rediffusée sur TF1 en 1980, puis sur la 5 en 1988. Et c'est cette chaîne qui passera les inédits. Puis elle sera rediffusée sur 13e rue en 2002. En 2010, elle repassera sur Jimmy et Ciné Cinéma Star, et en 2020 sur Paramount Channel France. Et pour avoir une vue globale de cette série, je vous conseille fortement de regarder mon autre vidéo sur Super Jimmy. On suit le colonel Steve Austin, joué par Lee Major. C'est un astronaute qui a marché sur la Lune. Après ses missions spatiales, il devient pilote d'essai pour la NASA. Et lors d'un test de véhicule expérimental, il a un accident. Il se crache violemment, ce qui lui laissera de graves blessures. Et c'est là qu'il sera décidé de lui implanter des membres bioniques pour le sauver, dont son œil gauche, son bras droit et ses jambes. Il aura ainsi plus de force, il sera plus rapide et verra plus loin. Toutes ces capacités seront utilisées pour lutter contre les malfrats, dans le bureau gouvernemental de l'information scientifique, qui font de lui un agent secret du gouvernement sous la houlette d'Oscar Goldman, joué par Richard Anderson. Grâce à son œil gauche bionique, il a un zoom 20:1, une vision nocturne infrarouge, il peut voir les choses se déplacer vite, comme les humanoïdes, et il est doté d'un ciblage pour son bras. Ses jambes lui permettent de courir à grande vitesse, 97 km/h, et il a même réussi à atteindre les 108 km/h. Bon, c'est loin de sa camarade Jamie, qui elle a réussi à atteindre les 148 km/h, et dans un des téléfilms, elle atteint la vitesse incroyable de 161 km/h. Sinon, les jambes de Steve peuvent aussi lui permettre de faire des bonds de 10 mètres de haut. Et son bras a la force d'un bulldozer, et il a un compteur GGR intégré. Mais ces implants ont un gros défaut. Le froid extrême empêche leur bon fonctionnement. Ils ne marchent pas très bien en microgravité et les ultrasons peuvent endommager son œil, le rendant aveugle de cet œil et l'étourdissant. La première fois que le bruitage mythique de l'utilisation des capacités bioniques de Steve ont eu lieu est à partir de l'épisode 4 de la saison 1. Mais pas par Steve Austin, mais sur le clone robotique du Major Fred Sloan, joué par John Saxon. Avant ça, plusieurs bruitages ont été testés, comme des simples bips ou des simples battements de cœur. Dans les 3 premiers téléfilms, aucun son n'était utilisé. C'est le pilote de la série qui introduira l'effet de ralenti sur les mouvements bioniques de Steve. L'auteur des romans, Martin Kaydin, voulait voir Monte Markham dans le rôle de Steve Austin. Il n'aura pas le rôle, mais il s'est vu proposer le rôle de Barney Hyler. Le nom de base était Barney Myler, mais une autre série utilisait déjà ce nom pour son perso principal. Barney Hyler est le deuxième homme bionique construit par le docteur Rudy Wells, qui sera joué par 3 acteurs. Martin Balsam dans le pilote en 1973, Alan Oppenheimer de 1974 à 1975 et Martin E. Brooks de 1975 à 1978. Alan Oppenheimer réapparaîtra en saison 3 dans un flashback car les producteurs n'ont pas voulu refaire les scènes avec Martin Inbrook. Martin Kaydin a écrit son personnage de Steve Austin d'après 2 astronautes qui étaient commandants sur les missions Apollo 15 et 17, qui sont David Scott et Eugene Cernan. Et pour le docteur Rudy, il s'est inspiré d'un vrai docteur qui vivait dans la ville de Cocoa Beach en Floride. Et il a nommé le perso comme le vrai docteur qui était assez excentrique. Il gardait ses patins à roulettes pendant ses auscultations de patients. Il y a quelques différences entre les romans de Kaydin et la série. L'œil de Steve est juste un appareil photo dans les livres qu'il doit enlever pour sortir les tirages, le rendant aveugle d'un œil pendant ce temps-là. Plus tard dans le roman, il obtiendra la capacité de tirer des lasers de son œil, comme Superman, ce qui n'apparaîtra jamais dans la série. Dans les premiers épisodes de la série, Steve Austin pouvait éventuellement tuer des méchants. Ça a été retiré quand la production s'est aperçue que les jeunes enfants le prenaient pour modèle. L'autre conséquence de cette prise de modèle par les enfants est que certains se sont blessés assez gravement pour qu'on leur implante des membres bioniques. Lee Major et la production ont même dû écrire à un enfant pour lui expliquer que tout ce qui se passait dans la série n'est que pure fiction, que rien n'était réel. Dans le générique d'ouverture, on voit un crash d'avion. C'est le vrai accident d'un N2F2 construit par Northrop, survenu le 10 mai 1967 à la base d'Edward en Californie. Il a été causé par un hélicoptère de sauvetage qui se trouvait sur la trajectoire du vol d'essai. Le pilote, Bruce Peterson, a dû dévier soudainement pour éviter la collision. Il s'est écrasé à 400 km/h et a survécu. Il a seulement perdu un œil et il n'a plus jamais volé. Mais le générique lui faisait revivre son crash et il détestait le revoir. L'audio du crash qu'on entend dans la VO est le vrai son de l'accident.
ils ont juste rajouté la voix de Lee Major et son visage pour la série. Pour la salle d'opération vue à la fin du générique, des stock shots d'un épisode de Columbo, le spécialiste en saison 2, ont été utilisés. Et dans la version VF du générique, il y a des erreurs. Steve et Goldman ont un dialogue alors qu'ils ne se connaissent pas encore. Et on nous dit que Steve Austin est cosmonaute. Mais c'est les Russes qui sont cosmonautes, les Américains, eux, sont des astronautes. Pour la diffusion en Israël, la série a été renommée L'homme qui vaut des millions. Car le 6 millions dans ce pays fait référence à des heures sombres de l'histoire. Et dans les pays d'Amérique latine, elle est renommée El Hombre Nuclear, soit l'homme nucléaire. Et en France, pourquoi ce 3 milliards? Eh bien, les 6 millions de dollars faisaient 30 millions de francs de l'époque. Et converti en anciens francs pour le public adulte qui suivait la série de cette époque, ça devenait 3 milliards d'anciens francs. Car même 10 ans après l'entrée des nouveaux francs en vigueur, les anciens continuaient de convertir les francs, un peu comme nous avec les euros. Et quand on les convertit, on se rend compte qu'on se fait bien carotte dans cette histoire. Pour ce fameux titre, on aura une seule fois son explication dans le pilote. Darren McGavin, joué par Oliver Spencer, explique à son équipe de scientifiques que le prix du projet est de 6 millions de dollars. Dans les 2 premières saisons, Steve donnait comme explication aux gens qu'il trouvait qu'il avait une vue vraiment trop bonne, que c'était parce qu'il mangeait beaucoup de carottes. Et dans presque tous les épisodes, il dira « vous pariez ou vous l'avez ». Pour faire les plans du bâtiment de l'OSI, ils ont utilisé plusieurs vrais immeubles de bureaux, dont le Sénat de Russell, le Capitole et une vue de Constitution Avenue à Washington. Et la série pratique le recyclage de plans des anciens épisodes. D'après Lee Major, il affirme avoir effectué 90% de ses cascades lui-même. Il n'y a pas que Jamie et Steve qui sont bioniques, il y a aussi Kate Mason, joué par Sandra Bullock, qui était leur protégée, et 2 Bionic Boys, Andy Sheffield, joué par Vince Van Pattern, et il a eu un accident et on lui a mis des prothèses bioniques, comme pour Steve. Et il y a aussi Michael Austin, joué par Tom Shanley, il est le fils de Steve, on le voit dans le téléfilm Mission Bionic. Les femmes bots n'ont pas été inventées par Bionic People, elles ne sont pas une idée de la série, ou des romans. Elles sont d'abord apparues dans la série Le Magicien avec Bill Bixby, dans l'illusion de la dame en acier inoxydable de 1974. Mais là non plus ce n'est qu'une reprise de concept apparu dans Westworld en 1973. C'est quand même dans L'homme qui valait 3 milliards qu'elles ont été humanisées et où elles peuvent bouger normalement. Le bureau d'investigation scientifique est aussi une reprise d'un autre film de 1953, The Magnetic Monster d'Ivan Tort, qui est le premier film d'une trilogie où on suit les aventures des Amen. La femme de Lee Major, Farrah Fawcett, a eu l'occasion de jouer 3 rôles différents dans la série. Son mari l'a poussée à passer l'audition pour le rôle de Jamie Summer, mais elle n'a pas eu le rôle. Dans l'épisode 12 de la saison 4, un Noël bionique, Steve va dans un magasin de jouets, et derrière la caisse, sur un étagère, on peut voir une figurine de 6 millions de $. Pendant le tournage de l'épisode 20 de la saison 4, Carnaval d'espions, l'équipe de la série a trouvé par hasard sur le plateau de tournage, qui était situé dans un parc d'attractions, une vraie momie d'un bandit du 19e siècle, Helmet McCurdy, qui était utilisé comme un simple mannequin de décoration. Pour la 4e saison, Lee Major a voulu changer de style et il s'est laissé pousser la moustache. Mais le public n'a pas du tout aimé ce nouveau look. Il a dû se raser après quelques épisodes. Mais sa nouvelle moustache a quand même eu le temps de se retrouver sur une boîte de lunch et aussi dans une bande dessinée. Il changera quand même de look vestimentaire en saison 5, de coiffure, et il a aussi subi une rhinoplastie. Avant le démarrage de la 5e saison, Lee Major a refusé d'aller travailler jusqu'à ce que son contrat soit renégocié. La production a alors envisagé de changer d'acteur pour reprendre la série. Ils ont envisagé de prendre pour le rôle Gilles Gérard, ou Bruce Jenner, ou Harrison Ford. Puis ils se sont rétractés en disant que ces acteurs feraient de très mauvais héros d'action. C'est grâce au succès de cette série et de son spin-off que les productions ciné et télé ont compris que le style de super-héros était un bon créneau pour faire des séries et des films, et surtout des sous-sous, et qu'ils n'étaient pas obligés de les faire comiques comme le Batman de 1966. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir Hulk avec Bill Bixby et le film Superman de 1978. Voilà la petite liste des guest stars passés dans la série. Donc Farrah Fawcett, la femme de Lee Major, Martin Caidin, qui jouera J.A.S. Beck dans 2 épisodes, George Foreman, qui jouera Marcus Grayson en saison 2, Bernie Hamilton, qui jouera l'inspecteur de police en saison 2, Chuck Connor, qui jouera un démineur en saison 3, Sonny Bono, qui jouera John Perry, un chanteur et ami de Steve Austin, Kim Basinger, William Shatner, Eric Estrada, John Saxon, Stephanie Power, Jack Colvin et André le Géant, qui jouera le Bigfoot. Il y a 3 téléfilms sur la série où Steve est seul, et les autres sont avec Jimmy.
voir la vidéo de Jamie pour en savoir plus. Le premier téléfilm est le pilote de la série, La Lune et le désert. Il a été diffusé en France pour la première fois, en version sous-titrée, le 21 janvier 2000, sur 13e rue. Oui, à l'époque, les spectateurs ont commencé la série sans avoir vu le début de l'histoire, qui est le résumé qu'on nous explique dans le générique, et accessoirement celui que je vous ai fait en début de vidéo. Le deuxième téléfilm est 20 vacances et Vainé, diffusé en France le 10 mai 1975 sur Antenne 2, donc après le démarrage de la série en janvier, alors qu'il fait suite au pilote. Dans ce téléfilm, Steve doit retrouver des missiles nucléaires volés. Le troisième téléfilm, Un otage qui vaut de l'or, n'a jamais été diffusé en France. Steve Austin doit empêcher une organisation, l'OSO, d'enlever William Henry Cameron. L'histoire est censée se passer en Suisse, mais les décors ressemblent beaucoup plus à l'Angleterre. Pour les livres. Il y a des livres et des interviews qui résument la série, de disponibles et aussi des annuels, la plupart en anglais. Il y a 6 romans trouvables, dont 4 écrits par Mike Jahn, qui réadapte les épisodes de la série. Les 2 autres sont plus dans l'esprit des romans de Kaylin. Donc vous pouvez trouver 20 femmes et guerre de Mike Jahn, Enlèvement d'or massif par Evan Richard, Erreur de pilotage par Jane Barbry, Le sauvetage d'Athéna par Mike Jahn, The Secret of Bigfoot Pass par Mike Jahn, International Incident par Mike Jahn, et c'est tout pour les romans. On passe aux bandes dessinées, et là la série est très bien fournie, il y a de quoi lire, il n'y a pas de souci. Donc on commence doucement avec Bionic Action, publié dans le magazine britannique Look In, où pendant 6 mois, du 31 mai 1979 au 17 novembre 1979, une BD a été publiée, avec 4 histoires sur notre héros, et sa camarade Jamie, tout en noir et blanc, dans un style assez particulier. Ensuite, il y a la version brésilienne, Os Bionicos, avec 6 numéros publiés de 1979 à 1980. C'est une version reprise de celle de Looking, mais en couleur, avec des ajouts inédits, et Jamie est sur les numéros impairs, et les histoires de Steve sont sur les numéros pairs. On arrive dans les vraies publications avec Charlton Comics. Et la première BD américaine, publiée de 1976 à 1978, elle fait 9 numéros. Les histoires des personnages sont légèrement modifiées par rapport à la série, et les scénarios sont originaux. Entre 1976 et 1977, Charlton a aussi sorti un magazine avec 7 numéros, où il y avait des BD et des infos sur les coulisses des épisodes. Et le style était plus adulte, se rapprochant des livres Cyborg de Steve Cadin, dont la série est adaptée. Il y a aussi une version argentine, qui est un mélange des magazines et des comics de Charlton. Il y a eu au moins 14 numéros, et ça s'appelle El Hombre Nucléaire. Pour les versions françaises, elle est sortie dans Télé Junior. Il y a 2 albums, et il n'y a pas trop de précision dessus, donc si vous avez des infos dessus, ajoutez-les en commentaire. Mais le plus gros de la publication, c'est fait chez Dynamite, avec, en 2014, la suite directe de la série, The 6 Million Dollar Man, saison 6, en 6 volumes, avec comme ennemi Maskatron. Il y a eu aussi un one-shot cette année-là, avec les personnages en style SD, Lil Bionic Kids. Mais avant cela, ils ont sorti The Bionic Man, par Kevin Smith, en 26 comics, commencé en 2011 et fini en 2014. Là, c'est une version réécrite des aventures de Steve Austin, et ça suit pas du tout la série. On trouve aussi le crossover avec Jamie, The Bionic Woman vs The Bionic Man, sorti en 2013, en 5 comics. Ça ne suit pas non plus la série, mais plutôt les comics. En 2016 est sorti 6 Million Dollar Man, Fall of Man, en 5 comics, qui a là le style de la série. Et la dernière version, simplement appelée The 6 Million Dollar Man, est sortie en 2019, en 5 volumes, avec encore un nouveau style et de nouvelles histoires. Évidemment, on trouve pas grand chose en français, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc si vous avez des infos là-dedans, n'oubliez pas les commentaires pour préciser. Moi, j'ai pas trouvé grand chose en français. Il y a plusieurs livres audio qui sont sortis chez Peter Pan Records, contenant des histoires originales, y compris une adaptation du pilote. 3 albums d'histoires ont été publiés, dont l'un présente des histoires sur le thème de Noël. Des histoires individuelles ont été également publiées dans d'autres formats, y compris sur des vinyles. Pour les films, il y a eu plusieurs rumeurs de reboot, ou de séries reboot, mais rien n'a été concrétisé jusqu'à la date de sortie de cette vidéo. Il n'y a que le reboot de Super Jamie qui a été fait et annulé dans la foulée. Pour plus d'infos, allez voir la série de Super Jamie. En plus de toutes les BD, il y a aussi pas mal de livres de coloriage et d'activités. On trouve un jeu de cartes, la fameuse lunchbox où il y a la moustache, des poupées style Barbie de chez Kenner, avec leur set de vêtements. La boîte de jet Big Bang Po a ressorti des figurines de la série en 2012. On peut aussi trouver des véhicules comme l'avion prototype, et il y a les classiques tasses, posters, photos, t-shirts et tout. Comme d'habitude, la série est bien fournie en jouets.
Dans les génériques d'ouverture et de fermeture des téléfilms 2 et 3, c'est une chanson qui est utilisée. C'est Dustin Springfield et Ron Escalada Pinsilda qui ont chanté cette chanson, qui a été écrite par Glenn Hallarson. Elle a aussi servi pour la promotion de la série télé. Mais, à l'arrivée des épisodes, elle a été retirée au profit d'un thème instrumental composé par Olivier Nelson, avec la voix off qui nous explique la création de Steve, et une version plus longue sera faite pour les saisons 2, 3, 4 et 5. Voilà pour cette série mythique qui a marqué beaucoup de gens à l'époque. Moi j'ai une préférence pour Super Jimmy. La série est disponible seulement en DVD, pas de Blu-ray, mais au moins elle a été faite en français, c'est déjà ça. Et dommage que tous ces comics ne sont pas traduits. Il y en a qui donnent vraiment envie d'être lus. Si vous avez des infos, n'oubliez pas, mettez-les en commentaire. Allez voir la vidéo de Super Jimmy, elle est complémentaire. Et les vidéos des collègues aussi, pour bien être au taquet sur ces deux séries. Sinon, n'oubliez pas les coms, les partages et les abonnements pour faire vivre la chaîne. En ces temps difficiles où YouTube se casse la gueule face à TikTok. D'ailleurs, je suis sur TikTok, si vous voulez voir, où je mettrai bientôt des vidéos inédites. Sinon, moi, je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.